La semaine passée, on a parlé de toutes les conséquences que la petite voix dans ta tête, ton autocritique, peut amener dans ta vie. Si t'as pas vu cette vidéo-là, puis t'es pas certain que justement t'aurais besoin de faire un travail pour t'apprendre à gérer cette voix-là, je t'invite à commencer à aller voir cette vidéo-là. Je suis sûre que ça va te convaincre à quel point c'est important que tu apprennes à la gérer. Mais ici, cette semaine, je veux absolument te parler justement de trucs pour t'aider. Parce que tu te demandes, mais je fais quoi, moi, avec ça? Je suis tannée de marcher sur des œufs, de me sentir stressée, angoissée, découragée, puis d'avoir peur d'entreprendre quoi que ce soit, parce qu'il y a justement cette petite voix-là qui me rappelle tout le temps à quel point je vis des échecs. Je m'appelle Marie-Lou, je suis thérapeute en relation d'aide. Ma mission, c'est d'aider les belles personnes comme toi à avoir une vie plus douce, plus authentique. Et pour ça, ça passe absolument par un travail sur ton estime de toi, hein. C'est juste en travaillant comment tu te perçois que tu vas être capable d'avoir une vie qui te ressemble davantage. Donc, c'est pour ça que c'est super important pour moi de partager ce contenu-là avec toi. Le premier truc que je te partage, c'est essaye d'apprendre à te critiquer, mais de manière différente. Parce que c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on réussit à mieux gérer cette petite voix-là dans notre tête. Mais ce qu'on peut faire, c'est justement apprendre à se critiquer de manière plus neutre et plus bienveillante aussi. Fait que de transformer des informations qui justement sont peut-être biaisées par ton jugement, mais ça s'apprend en s'observant, en faisant attention justement à comment est-ce qu'elle nous parle, cette petite voix-là. C'est juste, tu vas juste réussir à te changer correctement en acceptant tes limites, tes erreurs. Donc c'est en t'observant objectivement que tu vas réussir à faire ça. Il faut que tu réussisses à trouver des manières de te calmer émotionnellement. Pourquoi? Parce que la voix dans ta tête, là, elle se nourrit de ça, là, de ton chaos émotif, là, de ta confusion, de tes crises émotionnelles. Là, elle adore ça. Donc, c'est essentiel que tu aies des outils pour t'apprendre justement à gérer tes émotions. Si ça t'intéresse, je vais justement mettre une vidéo que j'ai déjà faite dans le passé qui va te donner des trucs à ce sujet-là, juste ici. Troisième truc, d'accepter de prendre une part de responsabilité. Pourquoi? C'est juste en acceptant ta responsabilité que tu vas être capable de reprendre le pouvoir sur cette petite voie-là. Parce que oui, c'est pas facile, puis ça prend vraiment du courage d'admettre que souvent, c'est nous qui produisons une part du moins de nos souffrances, même si au début c'est totalement inconscient, mais d'être franc avec toi-même puis d'admettre ça, ça va te faire avancer dans le processus. Puis tu peux dire des choses comme oui, ça m'inquiète que j'ai cette petite voix-là, que je l'écoute autant, qu'elle soit autant présente dans ma vie, mais aujourd'hui, je décide de ne plus laisser une pensée me détruire. Donc, ça peut passer par des phrases comme ça. Tu feras la tienne, celle qui te parle le plus, mais juste pour te rappeler à quel point c'est important de ne pas la laisser prendre toute la place. Quatrième truc, au lieu d'essayer de faire taire cette petite voix-là, ou de penser à d'autres choses, de t'occuper à faire 10 000 choses, on le sait, ça marche pas. Mais on le fait pareil, mais bref, on le sait, ça marche pas, elle revient tout le temps. Je t'invite à plutôt écouter qu'est-ce qu'elle a à te dire. Puis si jamais en l'écoutant, probablement elle a sûrement quelque chose d'important à te dire, mais si elle te révèle un problème, t'sais. Et là, quand je te parle d'un problème, c'est pas elle m'a révélé que j'étais vraiment nulle, et que je n'étais pas capable d'entreprendre quoi que ce soit. C'est pas le problème au fond des choses. Peut-être qu'elle essaie plutôt de te révéler que tu es inquiète d'échouer, quoi que ce soit. Donc, si tu te rends compte qu'elle essaie de te dire quelque chose d'important, mais attaque-toi à cette chose importante-là. C'est juste comme ça que tu vas pouvoir remettre les pendules à l'heure, puis pose-toi des questions. Ça vient d'où, ce problème-là?
Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que je l'hallucine, ce problème-là? Euh, la plupart du temps, non. Euh, Au contraire, peut-être que j'ai tendance à amplifier la réalité, à amplifier mes peurs. C'est souvent plus ça qui se passe. Dis-toi que si tu prends pas le temps de l'écouter, c'est vraiment là où est-ce que tu te soumets à elle, hein? Tu perds tout ton pouvoir sur elle, ça devient quelque chose qui est dans le background, hein, qui a des conséquences sur toi, mais sur lesquelles tu peux rien faire, rien agir. Fait que si tu veux absolument t'occuper du problème, il faut que tu sois capable de mettre le doigt sur justement c'est quoi ta grande peur, qu'est-ce qui t'inquiète tant. Puis c'est juste en écoutant ce qu'elle essaie de te dire que tu vas être capable d'identifier ça. Si tu aimes le contenu que je te partage, je t'invite à liker ma vidéo d'aujourd'hui. Fait que je poursuis avec le 5e truc. Il faut réussir à apprendre à faire la distinction entre ce qui se passe, donc vraiment les faits, versus ce que tu en penses. Donc, l'interprétation que tu as de ces faits-là. Je sais, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui se travaille, quelque chose qui se développe, qui s'apprend avec le temps. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment de séparer l'observation. Donc, ce qui est totalement neutre, hein, ça ne produit aucune émotion, versus tout ce qui est associé au jugement de valeur. Donc, tout ce qui est plus subjectif. Je te donne un exemple. Tu es dans une conversation avec quelqu'un et cette personne-là, on dirait qu'elle t'aime pas. Puis toi, là, l'interprétation que tu en fais, c'est qu'elle t'aime pas. Mais souvent, là, on confond observation et interprétation. Pour nous, c'est une chose. Puis c'est quoi le résultat de ça? Ben, elle t'aime pas. Mais quand tu prends le temps de séparer les deux choses, tu peux dire qu'écoute, l'observation, ce que j'observe, c'est que cette personne-là est distante. Elle me regarde pas, elle semble froide. Donc, j'observe ça. Ensuite, l'interprétation que moi j'en fais, c'est que elle a l'air de pas m'apprécier. Elle a l'air de pas être intéressée par rapport à ce que j'ai à dire. Mais quand on a des problèmes d'estime de soi, on est effectivement hyper sensible à ça. Donc, c'est facile pour nous de justement confondre les deux, de sauter vite aux conclusions, mais en pratiquant à séparer l'observation avec ton interprétation, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à remettre les choses en perspective, puis à voir là, que ça ne veut pas toujours dire que la personne t'aime pas ou t'apprécie pas. Donc, ce qui m'amène à mon 6e truc, de justement faire attention aux conclusions qui sont précipitées. Tu sais, justement, si on prend l'exemple de notre personne qui nous semble froide, distante, ben peut-être que cette petite voix-là dans ta tête va te pousser, t'amener à croire que ouais, tu vois bien, il s'en fout de toi, tu sais. Il t'apprécie pas, laisse les dons tomber. Clairement, il n'y a aucun intérêt envers toi. Mais quand on remet tout ça en perspective, on est capable d'avoir des réflexions du genre mais c'est peut-être pas à cause de toi que cette personne-là te semble distante ou froide. C'est peut-être pas parce qu'elle t'apprécie pas, hein. Mais peut-être que c'est peut-être une personne désagréable, hein. Il y en a. Il y en a des personnes désagréables. Ou c'est peut-être une personne qui a d'autres problèmes actuellement dans sa vie. Elle n'est pas du tout disponible émotivement pour toi. Donc, il y a des raisons qui ne te concernent pas. Donc, de faire attention justement à les conclusions qui font que tu es tout de suite le responsable ou que l'autre est tout de suite le responsable de ton émotion finalement, hein, de comment tu te sens, c'est-à-dire pas apprécié, pas aimé. 7e truc, faire attention avec tous les termes super radicaux, définitifs que tu utilises qui souvent mènent à des scénarios catastrophes reliés au rejet social. Essayez de reformuler ces termes-là. Comme exemple, il me méprise, il me déteste. C'est très lourd de sens. Puis de faire attention aussi parce que peut-être tu t'en rends pas compte, mais souvent nos doutes se transforment en certitude, vraiment à notre insu.
Comme exemple, tu peux te dire des choses comme ah, mais si jamais il m'aimait pas. Puis sans que tu t'en rendes compte, tranquillement, ça va finir par se transformer à on m'aime sûrement pas. Donc, tu as pris une situation avec une personne en particulier qui n'était pas certaine, puis tu l'as extrapolé, tu l'as généralisé avec on m'aime sûrement pas. Donc, probablement qu'on m'aime pas, puis maintenant, c'est pas juste une personne, c'est tout le monde. Donc, faire attention à ça, ça se fait souvent totalement à notre insu. Donc, en résumé, les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à te critiquer, mais de manière différente, plus neutre. À faire attention aux termes que tu utilises qui sont souvent radicaux et définitifs, aux conclusions précipitées que tu peux faire sans t'en rendre compte parce que tu as de la difficulté à séparer les faits versus l'interprétation que tu en fais. Puis même si c'est pas facile, à essayer de prendre ta part de responsabilité par rapport à cette petite voix-là, à écouter qu'est-ce qu'elle a à te dire pour pouvoir t'occuper du problème. Et n'oublie pas de prendre des trucs, prendre des outils pour t'aider à gérer tes émotions, gérer tes pensées. Et en parlant d'outils, si ça t'intéresse d'avoir mon guide gratuit en 3 étapes qui va te donner une méthode pour être capable de prendre du temps pour toi sans te sentir coupable, je t'invite à cliquer sur le lien plus bas pour télécharger mon guide. Je te souhaite une super belle semaine puis on se retrouve très bientôt.